avoir la conférence d'aujourd'hui. Il y a beaucoup de gens du centre qui me disent que j'ai l'air bien et je me sens comme agressé en ce sens que moi je trouve que tout le monde a l'air bien. Vous avez compris, là? Je vais essayer de lui dire. Comment rester libre à travers toute cette panoplie de vendeurs, de conférences, de vendeurs, d'illusions, d'intelligence ou de formes d'intelligence? La seule façon, quand on parle de vendeurs, etc., une chose certaine, c'est que si la personne me considère comme un vendeur, ben, je suis vraiment malvenu pour répondre à sa question. Sinon, tout ce qu'on a à faire, c'est qu'on reste soi. On vient à des conférences dans le but d'apprendre des choses. Possiblement, on peut comprendre des choses. On vient chercher de l'énergie. L'énergie, on la transmet présentement par la parole. C'est le moyen le plus efficace de transmettre de l'énergie. L'individu reste un libre choix. S'il est manipulé, il est de toute façon manipulé. S'il est manipulé par de l'astral, il sera manipulé par de l'astral. S'il est manipulé par de l'intelligence, il sera manipulé par de l'intelligence. Vendredi, j'expliquais justement la différence qui peut exister entre un individu qui était totalement assujetti aux forces astrales, totalement assujetti à son intelligence, et transitif entre les deux, où il est tiré d'un bord puis de l'autre. Son ego crie, laissons-la crier. Je suis dans la merde parce que j'ai une puissance cosmique et pas assez d'intelligence. Je n'ai pas assez muté. Le fait de comprendre me fait voir que je dois être en attente active. Est-ce la clé? Oui. L'attente active, c'est exactement un bouillonnement de feu dans une boîte de métal où le feu ne peut pas sortir. C'est l'explosion des bâtons de dynamite avant que le bâton explose. La poudre commence à brûler à l'intérieur du bâton et il a été enveloppé de paquets de couches de papier extrêmement denses pour l'empêcher d'exploser. Et l'explosion se fait à l'intérieur et ça ne paraît pas. Quand l'explosion est rendue à un point culminant où la pression est tellement puissante que les couches de papier qui enveloppent le bâton de dynamite ne sont plus suffisamment solides pour résister, eh bien là, on voit l'éclatement du bâton. Et c'est ça qui donne la puissance à l'explosion de la poudre. Quand Nobel a inventé la nitroglycérine et finalement la dynamite, eh bien, on connaissait déjà cet explosif, on connaissait déjà la poudre noire, on connaissait la nitroglycérine, et finalement, il a fait un alliage intéressant et son invention vient simplement du fait qu'il a entouré justement la brique imbibée de nitro, ou encore de mélange de poudre noire, dépendant des dynamites qu'on a faites. Il a simplement enveloppé ça d'un contenant extrêmement rigide et solide pour empêcher l'explosion. Et quand l'explosion devenait en cours suffisamment puissamment élaborée, tout sautait. C'est la même chose pour une grenade. C'est dans une enveloppe de métal qui a été légèrement coupée en petits blocs, en petits cubes. Et quand ça explose là-dedans, la trinitotoluène, la TNT, lorsqu'elle explose à l'intérieur de la grenade ne peut pas sauter. Ça explose dedans. L'attente active. Il ne se passe rien. C'est actif. Dedans. Quand l'attente active devient un point tel puissant, tout envole. Et les particules de la grenade se désagrègent en morceaux, ce qui vient massacrer un peu partout ce qui se passe. L'attente active de l'individu, c'est un peu cela, une fièvre de l'évolution, un bouillonnement intérieur où tu dois continuer à bouillonner. Certains, du point de vue de l'ego, c'est de la souffrance. Attends. Plus je m'engage dans la matière, plus je décide d'aller à Montebello, de suivre les cours, plus ça me plaît. Mais l'engagement me fait peur parce que pour moi, m'engager, c'est sans retour. Parce que je suis absolu. C'est pour moi être vrai et vulnérable, être ce que je suis. Il faut de la confiance et de l'abandon. Pourquoi cette peur de l'engagement? Voyez-vous, c'est que c'est une question, c'est un phénomène de l'ego. La question est intelligente, c'est un phénomène de l'ego, la peur de l'engagement. Premièrement, l'être humain qui s'engage doit s'engager non pas dans un mouvement, doit s'engager dans un chemin personnel, doit s'engager dans un cheminement évolutif qui lui est propre. Il ne peut pas s'engager dans un mouvement. Mais l'être humain s'est toujours engagé dans des mouvements. Depuis le début des temps, l'humanité s'engage dans des mouvements, dans des religions, dans des sociétés, dans des nations, dans des cercles des fermières. S'engage dans des mouvements. On doit travailler seulement sur son propre chemin. Et ce n'est pas de notre faute si des milliers d'humains marchent dans un chemin parallèle. Et tant qu'à marcher tous dans des chemins similaires, parallèles dans la même direction, eh bien, on marchera en groupe sur son chemin.
Alors, on n'est pas un groupement. La race nouvelle ne peut pas naître d'un collectivisme de nations. Ce sera des individus marchant dans leur propre chemin. Côte à côte, possiblement parce qu'ils se dirigent vers l'intelligence, donc vers le même but. Quand on parle d'engagement, l'engagement doit être toujours limité. Si on parle d'un engagement de groupe. Quand on s'engage à suivre une procédure de cours, on peut s'engager pour 3 mois, pour 1 an, pour 3 ans, pour 5 ans, pour 10 ans. Mais on détermine une date limite où on remet en question le cheminement collectif. On ne devrait jamais remettre en question son cheminement individuel, parce qu'on ne se trompe pas. Regardez l'individu qui va dans l'Église catholique romaine. Après 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans d'Église, il remet en question l'Église, pas son cheminement. Il veut évoluer, il veut comprendre, il veut s'en sortir, il veut atteindre quelque chose. Il remet en question l'Église, le cheminement collectif, le groupe, pas son cheminement. Celui qui remet en question son cheminement est vraiment mal pris. Mais si son cheminement est facilité lorsqu'il chemine avec le groupe, alors il rentre dans l'Église. Lorsqu'il sort des témoins de Jéhovah, lorsqu'il sort des apôtres de l'amour infini, il remet en question le groupe, pas son cheminement. Vous devez prendre une décision en fonction de votre cheminement, pas en fonction de comment vous le ferez, en fonction de ce que vous ferez. Et le choix, la décision n'a pas encore été prise par lui-même. Le choix d'intelligence n'a pas encore été fait par l'individu. Et une fois que le choix d'intelligence sera fait par l'individu, eh bien, on verra maintenant si on peut s'associer sur un chemin pour un laps de temps déterminé. 2 ans, 3 ans, 1 an, 5 ans, 10 ans, on verra. Et après 10 ans, après 5 ans, après 1 an, eh bien, on refait le choix du groupe. Pas le choix de l'individu, le choix du groupe. C'est une façon de penser qui n'existe pas sur la planète. Ce que je dis, ce que je demande, c'est une chose nouvelle. L'individu fait le choix du groupe en premier, normalement. Plus il y a de monde, plus il y a la gang, plus ça sécure, plus ça peut marcher, plus il est bien content. Vous êtes seul sur la planète avec votre maudit choix. Eh bien, soyez seul, restez seul. Vous êtes peut-être le seul qui a raison. Ce n'est pas en déterminisme d'une collectivité de la quantité de gens qu'on sait si notre choix est notre choix. La qualité d'un cercle, c'est sa parfaite rondeur et non pas sa grandeur. Alors, lorsque l'on fait un engagement, c'est l'engagement de l'individu, le choix de l'intelligence, le choix de l'individu. Une fois que l'individu a fait le choix réel, que ça s'applique dans sa vie, qu'il fait des efforts dans sa vie pour changer les choses, il fait partie de cette race nouvelle. Il est seul, perdu au fin fond des Laurentides. Ça ne change rien. Lorsqu'il marche dans la forêt, il n'écrase pas les plantes qu'il peut éviter. Il fait attention aux microscopiques insectes qu'il rencontre. Il met les pieds à côté. Il marche sans faire de bruit. Il est éveillé. Lorsqu'il écrase une fourmi, ça n'a aucune importance. Lorsque ses yeux la voient avant le pied, il met le pied à côté. Pas au nom d'un spiritualiste, parce que c'est tellement plus simple à la nature de te donner l'énergie de mettre ton pied 1 pouce à gauche que de restructurer une fourmi. C'est simplement logique. Alors, je marche dans la forêt, je vous rencontre. Vous marchez comme cette race nouvelle. Vous êtes un blanc qui marchez comme un naturel. Vous n'êtes pas un blanc. Vous n'êtes pas un citoyen des mondes normaux. Vous êtes un bizarre. Vous faites partie de cette race nouvelle. L'allégeance, l'engagement, il est limité dans le temps. On s'engage dans la fraternité OFSA pour X temps. Après, on regarde. On ne s'en va pas. Il y aura un caucus. On réunit, on discute, on regarde. On observe. L'intelligence de la coalition du groupe reste. On refait un autre engagement pour un autre laps de temps. Notre union doit toujours être limitée.
C'est un pacte, un serment. Notre union est limitée. Limitée dans le temps. Je m'unis à toi, à vous, pour accomplir telle tâche. La tâche accomplie, je suis automatiquement libre. Et ce n'est pas au nom du fait que nous avons déjà vécu des choses ensemble que nous devons encore en vivre ensemble. Notre union est limitée. On s'attache dans un contrat. On ne s'attache pas pour la vie. Si toute la vie on fait des contrats, soit, mais ça sera contrat par contrat, morceau par morceau, bloc par bloc. On s'engage dans une évolution parce que tel groupe semble, la structure d'un groupe semble nous plaire, soit Montebello, soit les cours que je vais donner cet automne, soit les cours que d'autres personnes vont animer cet automne. C'est un engagement temporaire. On veut s'engager dans OFSA en septembre, engagement temporaire qui peut être réédité. Mais le choix de l'individu, le choix de l'intelligence, le chemin de sa vie ne peut pas être repris. Et c'est ce choix-là que vous devez faire. Faites-vous partie de telle autre race, de la race neuve. Ce n'est pas un choix spirituel émotif. C'est pas parce que vous dites, ah ben moi j'en fais partie. Tout ce que je vais te dire, marche donc voir si t'en fais partie. Je vais juste te demander, il fait beau, hein? Tu me réponds, ah oui, pas mal, il était temps. T'en fais pas partie. Hein? Je vais te demander, le grand trochanter, c'est où? Tu me réponds, oh, c'est peut-être à Rome. Et moi, je vais te dire, non, ça fait partie de ton fémur. C'est un morceau de ton corps. T'en fais pas partie. Pas parce que t'as pas toutes des connaissances médicales. Parce que l'information médicale ne t'intéresse pas assez. Ton corps physique, pouf, tant qu'il marche, en balance. C'est simple. L'engagement individuel, c'est un engagement, c'est le choix de l'individu qui fait le choix de l'intelligence, pénètre dans la race nouvelle. Maintenant, dans cette race nouvelle, dans cette société nouvelle, certains seront constructeurs, certains seront hableurs, certains seront autre chose. Et c'est là que l'engagement personnel dans un groupe entre en jeu. On s'engage en fonction de ce qu'on a à faire et on s'engage toujours temporairement. Essayer d'être là n'est pas difficile. C'est évident, on peut essayer n'importe quoi. Essayer de voler, voilà, on peut essayer de voler. Pratiquement, c'est pas difficile. C'est d'y rester qu'il l'est. C'est d'y parvenir. Après, c'est d'y parvenir. Une fois qu'on est parvenu à être, qu'est-ce qui est difficile? C'est d'y parvenir. Pas d'y rester. On ne peut pas rester vivant. On peut être vivant, mais pas rester vivant. Alors on doit parvenir à être vivant à chaque 10 millionième de milliardième de seconde. Et là, on est vivant. On ne peut pas rester. Pourquoi pensez-vous que c'est difficile d'y rester? Parce que c'est impossible d'y rester. Ça y est, je suis là. Bang, tombe en bas. La vie change. À chaque particule de vie, vous devez renaître. Sans arrêt. Vous ne pouvez pas y rester est synonyme de mémoriser. Vous ne pouvez pas être cristallisé dans la vie. Vous ne pouvez pas rester vivant. Mais vous pouvez être. Ça veut dire naître continuellement avec la vie. Comment voir ce qui vient déranger ma conscience présente avant que je m'endorme? Impossible. Si tu es réveillé, rien ne te dérange. Et on ne peut pas te déranger. Tu es éveillé. C'est parce que tu dors qu'on te dérange. L'être humain qui est éveillé, ne pensez pas que la manipulation vous endort. La manipulation ne vous endort pas. C'est parce que vous vous endormez que la manipulation entre en jeu et qu'elle vous empêche de vous réveiller. La manipulation empêche l'homme de se réveiller. Elle n'endort pas l'homme. Elle empêche l'homme d'ouvrir les yeux, mais elle ne peut pas lui faire fermer les yeux. Vous avez les yeux ouverts, toute forme de manipulation est visible. On les perçoit. Parce que vous voulez fermer. La manipulation vient vous coller de la glu en plein visage et vous empêche de les réouvrir. L'être humain éveillé. Il y a 3 cours que j'ai donnés en 3 mois sur les clés du contrôle. Et on sait que dans le contrôle de l'homme, on ne peut contrôler ce qui est intelligent. On ne peut contrôler ce qui est fusionnel, en fusion ou fusionné.
Quand vous êtes vivant, vous n'êtes pas manipulable. C'est parce que vous dormez. Qu'est-ce qui fait que vous dormez? Ce n'est pas une manipulation dans le même ordre que nous connaissons au niveau du point de vue, au niveau du plan astral. C'est une manipulation d'ordre vital. Manque d'énergie et manque de programmation neuronique. Vous n'avez pas fait votre choix. Et que je vais le répéter souvent, ça. Réveillé, on ne peut vous manipuler, on ne peut vous distraire, on ne peut rien faire. Parce que vous dormez. Alors là, dans votre rêve, on vous manipule et on vous empêche de vous réveiller. Ce n'est pas la même chose. Est-ce qu'être là, consciemment, à chaque instant, est l'éveil? Si chaque instant est chaque instant, oui. Contrôle total de son système musculo-oculaire. Contrôle total de son système auditif. Sommes-nous capables d'écouter ce que nous disons? Alors nous sommes éveillés. Nous sommes là. Sommes-nous capables de ne pas nous laisser distraire régulièrement par ce qui se passe autour, de ne pas entrer dans le syndrome de l'électron? Alors nous sommes éveillés. Je suis prêt. Je veux foncer. Que dois-je faire pour décoller? On ne peut pas foncer en décollant. Hein? Il me semble que je me défoulerai violemment tellement je veux foncer. Ça, c'est la tentative, la dynamite qui va finir par péter. Mais il ne faut pas qu'elle pète dans l'ego. Pour enlever ce poids, attachez-moi. Ce poids que l'ego attache chez moi, bon, qu'est-ce que c'est cette sensation? Attaché à moi. Bon, pour enlever ce poids attaché à moi qui est l'ego, qu'est-ce que c'est que cette sensation? C'est la sensation qu'amène la préscience dans la conscience astrale de l'ego. Vous ferez quelque chose de grand. Ce n'est pas encore le temps. L'énergie qui va vous transformer pour vous permettre de le faire commence à baigner vos neurones. Commençant à baigner vos neurones, elle instruit l'ego. L'ego voit dans cette instruction énergétique un message, une perception, une idée, un quelque chose. L'ego impatient veut immédiatement le faire, alors que l'information supramentale qui descend dans vos neurones n'est pas là pour vous dire ce que vous devez faire. Il est là pour vous préparer à le faire. Qu'est-ce que l'on doit faire? Rien. Patience. On doit continuer simplement à travailler les structures d'évolution. Prendre le contrôle total de son corps physique. Menphyser. C'est le terme. Bloquer toutes les facultés qu'aura l'ego à s'exprimer par le système endocrinien. Colère mentale douce, interne, observation. Contrôle du corps physique, conditionnement physique. Contrôle menphique. Contrôle alimentaire. Ah oui, on n'a rien à faire, on est pogné, on attend. On va attendre. Entraînons-nous. Attendons. Je suis fin prêt aux Olympiques. C'est fait dans 2 ans. Qu'est-ce que je fais en attendant? Continue à t'entraîner. Oui, mais c'est les Olympiques que je vise. Là, je suis prêt. Là, je suis fin prêt. Là. Si tu restes par là, dans 2 ans, tu ne seras plus prêt partout. Tu vas dire, ah oui, mais si on l'aurait fait les Olympiques de 2 ans, je les aurais gagnés. Les Olympiques, c'est à chaque 4 ans. Tu as beau être prêt, ça ne change rien. Continue ton entraînement. Qu'est-ce que je peux faire d'autre? D'autre. C'est ça. N'importe quoi d'autre. À quoi ressemblera cette onde de forme de l'homme nouveau? Quand vous la vivrez, vous le saurez. Quand vous verrez, vous saurez. Chaque fois que vous verrez de l'intelligence exprimée par un être humain, il y a des morceaux d'homme nouveau chez lui. Il y en a plein d'exemples dans la société. Sauf que l'homme nouveau est présentement divisé, fusé à travers possiblement 1000, 1500 personnes. Alors, dans 1500 personnes, ils ont toute une petite bribe d'intelligence. Mais on n'a pas encore un homme, un être humain, une femme ou un enfant
qui est parvenu à cumuler suffisamment de potentiel d'homme nouveau? Mais il faut faire le choix avant. Qu'est-ce qui le rendra différent de l'homme ancien et semblable aux autres hommes nouveaux? Son langage, son silence, son regard. Je vous ai dit la façon de marcher, oui. On ne l'entendra pas marcher. On ne l'entendra pas marcher. Et même celui qui veut copier l'homme nouveau en faisant en sorte que ses pas soient silencieux va tellement travailler son contrôle magnifique du corps physique que veut pas, à la longue, il finira par devenir, avoir ce symptôme. Mais on ne l'entendra pas venir, on ne l'entendra pas partir. Il y a énormément de symptômes. Je peux les dire. Pour l'instant, ça ne m'intéresse pas. Le trésor des Templiers contiendrait-il des tables des lois de l'univers? Quelles en sont leurs fonctions et aboutissements? Elles ont été écrites par qui ou quoi? Le trésor des Templiers ne contient pas les tables des lois de l'univers. Le trésor des Templiers contient de l'or, des diamants, des émeraudes, de l'argent, un peu d'aluminium. Le trésor des Templiers contient aussi une tête embaumée, celle de Jean. Le trésor des Templiers contient aussi la façon écrite de se servir de l'arche d'alliance. Et le trésor des Templiers contient des écrits extrêmement ésotériques, certains kabbalistiques, et contiennent aussi l'histoire de ce qui a prévalu à la naissance de l'Égypte et à la naissance de tout ce qui s'est tramé ésotériquement, occultement, sous la création ou pour la création de l'Église catholique romaine. Le trésor des Templiers contient aussi des commandements. Des commandements ondoformiques, clés, qui permettent à celui qui a la parole ajustée en latin de pouvoir ordonner à des forces belzébusiennes, ce qui a permis à l'ordre du Temple d'avoir une structure et une force guerrière finalement implacable vers la fin de son existence. Pourquoi l'ordre a-t-il été détruit? Parce que les Templiers ont refusé de se battre contre le pape. Alors ils se sont laissés massacrer. Sinon, le pape ainsi que l'Europe auraient été sous le règne des Templiers. Le trésor des Templiers contient suffisamment de valeur planétaire du point de vue matériel pour acheter les Japon, les États-Unis d'Amérique, l'URSS, le Canada et toute l'Europe. Et une grande partie du trésor des Templiers est cachée dans un chemin hautement initiatique au Québec, dans les montagnes Chic-Choc. Quelles en sont leurs fonctions, ces tables qui n'existent pas dans le trésor des Templiers? Et elles ont été écrites par qui ou quoi? Il n'y a pas de table contenant les lois de l'univers. Il y a des endroits, des chemins. Tout à l'heure, j'ai parlé de voies. De voies dans l'éther, de voies dans l'astral, de voies dans la matière. L'individu qui s'enligne dans les montagnes Chic-Choc doit entrer par la bonne porte, les portes de l'enfer. Il doit par la suite descendre les canals qui mènent au diable. Et il doit suivre le chemin jusque dans la mer des Templiers, Sainte-Anne. Et il doit poursuivre son périple à travers tout le cheminement. Et au fur et à mesure de l'avancement de son périple, il comprend les lois. Il comprend
les choses et il accumule des données lui permettant de repérer la clé qui permet d'ouvrir le trésor lorsqu'il le trouvera. Mais ce trésor va surgir seulement au fur et à mesure que l'âme pure avance. Une personne hautement anégoïque, ésotérique, énergétique, avance. Lorsqu'elle passe à une certaine région, elle enclenche des mécanicités vitales et le trésor commence à se reformer. Au fur et à mesure de son avancement, elle émet des bribes d'énergie, elle engendre des mécanicités, elle déclenche des mécanicités astrales qui permettent maintenant aux portes de s'ouvrir et qui éloignent certaines problématiques très destructrices. Et au fur et à mesure de l'avancement de son périple, elle enclenche des rouages dans l'éther qui va lui permettre de savoir où c'est. Et lorsqu'elle aura trouvé où c'est, elle ne prendra que ce qu'elle a besoin. Elle s'en ira par le même maudit chemin, pas en hélicoptère, par le même sentier pénible. Et au fur et à mesure de son retour, l'éther s'éteint. L'astral referme les mécanismes, les portes et reprotège le trésor. Et le vital élimine ce qu'il a commencé à bâtir. Dans 10, 20 ans, l'individu veut retourner, il repasse par le même chemin, rouvrant les mêmes portes. C'est pourquoi tous ceux qui ont cherché les trésors mystiques, pas seulement de l'ordre du temple, n'ont rien trouvé, parce qu'ils aboutissent directement dans une région ou astralement dans les annales akashiques qu'ils ont vu l'enfouissement d'un trésor. Ils ne trouvent rien parce que le trésor n'a pas été restauré par l'énergie belzébusienne, par l'énergie vitale. Tout le pèlerinage doit être fait par celui qui est anégoïque. Sinon, ça ne vaut même pas la peine de fouiller. On est homme nouveau, naître. On est homme nouveau, potentiel. On ne le devient pas. Ceux qui n'ont pas le potentiel ne pourront jamais que copier et imiter, et c'est facile à déceler. Ça répète sans comprendre. Ils font des exercices évolutifs comme ils font de l'entraînement physique, sans comprendre. Si l'homme naît, naître, nouveau, en potentiel, comme l'enfant nouveau, ou si l'homme naît, naître, ancien en potentiel, y a-t-il une écologie cosmique à faire croire à l'homme ancien qu'il peut être nouveau? C'est des questions qui me plaisent. Oui, il y a une écologie cosmique à faire croire à l'homme ancien qu'il est nouveau. Premièrement, il prépare sa renaissance, il prépare sa réincarnation en homme nouveau. Pourquoi? Parce qu'il induque son ego avec tellement de paramètres de l'homme nouveau que dans le monde de la mort, il sera digéré par des mémoires expérientielles d'homme nouveau. Et une grande partie de ce qui est lui renaîtra dans un corps à potentiel nouveau. Autre chose, plus il y a d'hommes anciens qui jouent à l'homme nouveau, plus l'astral permet aux réels hommes nouveaux d'être libres. Et autre chose, celui qui n'est pas né à potentiel homme nouveau, au contact vibratoire d'une quantité d'énergie d'homme nouveau, il sera muté, qu'ils le veulent ou non. Et il sera maintenant potentiel homme nouveau. Ce n'est pas pour demain la veille. C'est une chose. Et autre chose, la majorité des êtres humains à potentiel homme nouveau ne sont pas détectables actuellement. Donc, on doit leur donner la même nourriture qui, à travers le lot des nourris, se réveille l'homme nouveau et se révèle l'homme ancien. Le point final du retour au point source de l'univers est-il le non-être? Non. Le non-être est l'état supramental. Si tel est le cas, tel n'est pas le cas. Quelle est l'intelligence?
divine, c'est de la base. L'homme, c'est de la chair. L'énergie supramentale qui touche l'homme devient du diamant. L'énergie bouddhique qui touche l'homme se révèle à elle-même et à l'homme. L'alliance entre les deux doit se faire. L'énergie supramentale n'est rien tant qu'elle n'a pas un contact avec l'homme. Lorsqu'elle touche l'homme, elle a de la valeur. Alors là, l'homme l'utilise, l'homme l'exprime, l'homme l'intentionnalise. L'énergie bouddhique qui touche l'homme a de la valeur. Seule, elle ne valent pas plus que de la boue. Le non-être, c'est un état. Lorsque l'être humain a un contact avec le non-être, il devient, il est. Le non-être. 30 rayons convergent du moyeu vers la circonférence, mais c'est le vide externe qui permet l'usage. 4 murs, un toit et un plancher, une maison, mais c'est le vide interne qui permet l'usage. Un vase en matière, c'est encore du vide interne que dépend l'usage. Telle est la voie du non-être. Pas de mur, pas de plafond, pas de plancher, juste le vide interne. Ça ne permet pas l'usage. Juste les murs, le plancher, le plafond, pas de vide interne, pas d'usage non plus. L'alliance entre les deux permet l'usage. Dans le Tao, il y manque énormément de données. 30 rayons convergent du moyeu vers la circonférence, c'est le vide externe qui permet l'usage. Mais juste le vide externe, pas de rayon, pas de moyeu, pas de circonférence, pas de roue, pas d'usage. L'alliance. L'homme n'est rien sans le contact supramental. Mais l'intelligence supramentale n'existe pas sans le contact avec l'homme. Elle est intelligente que lorsqu'elle est exprimée par l'homme qui a la faculté vibratoire de la recevoir, de la supporter, de la maintenir, de l'exprimer et de la contrôler. Si je suis sur Terre, est-ce un pré-choix que j'ai fait d'être ici? L'ego, non. L'homme, oui. Pour moi, alors que d'autres n'existent pas? Pourquoi moi alors que d'autres n'existent pas? Pourquoi moi? J'ai choisi ça. Quand tu seras revenu à toi, tu te poseras la question. Et tu sauras pourquoi toi, tu as choisi. Les êtres, la consistance précréationnelle la plus puissante, la plus évoluée, la plus parfaite dans la terminologie créationnelle est descendue dans le temps et l'espace, est devenue une densification intelligente mémorielle permettant la structuration de formes engendrées par l'intelligence, mais capables de contenir l'inintelligence, la mémoire, la copie de l'intelligence. Cosmiquement, extra-créationnellement, notre aventure n'a duré qu'un milliardième de millionième de milliardième de seconde. Alors, il est bien évident que du point de vue non créationnel, notre expérience de 15,5 milliards d'années solaires les fait rire. Ça a duré un peu moins que ça. Mais il y a une expansion à travers ce ça, qui est le temps et la mémoire et la densification et le ralentissement et le repos et le refroidissement. Ce qu'il y avait de plus parfait a été propulsé dans le temps, l'espace. C'est nous. Nous avons laissé par effusion des grandes parties de nos structures. Nous ne sommes pas fous.
Nous n'étions pas pour descendre dans la matière avec le maximum de potentiel. Parce qu'en descendant dans la matière avec le maximum de potentiel, non seulement on faisait sauter la matière, ce qui allait à l'encontre de notre objectif, rendre lumineux la matière. Et en plus, on se faisait sauter nous-mêmes la tête. Alors on laisse des traces, on laisse des blocs, on se défait au fur et à mesure du passage à travers les super-univers, univers, galaxies, systèmes solaires et planétaires. Et nous voilà sur le monde. Étant sur le monde, nous nous réchauffons. Nous réchauffant, nous retrouvons ce que nous avons laissé. Retrouvant ce que nous avons laissé, nous comprenons. Comprenant, nous mutons. Mutant, nous nous réchauffons. Réchauffant, nous grandissons. Et quand je dis grandir, je veux dire que lentement, votre tête échappe à la tête planétaire. Que lentement, l'être humain a une conscience galactique et une conscience planétaire, une bilocation de conscience. Que lentement, il arrive à faire des voyages par transport séraphique. Pas simplement les petits voyages astrales bénins, qui lui permettent d'aller fouiller là où ça ne le regarde pas. Mais des transports séraphiques qui vont lui permettre de voyager d'une planète à une autre, d'un univers à un autre. Pourquoi moi? Parce que tu étais la solution. L'être humain est minuscule parce que l'être humain est incomplet. J'expliquais un vendredi de quelle façon l'humain vivait. L'humain a une vision particulière. Il est dans un trou. Et au-dessus du trou, il y a un bouchon, une plaque de plexiglas colorée en bleu, teintée. Au-dessus, il y a la lumière. Mais dans le trou, dans le monde de l'homme, la lumière qui pénètre apparaît bleue. Les arbres sont bleus. Tout ce qui est dans le trou est coloré par le filtre. Et l'être humain voit le monde comme étant bleu. Et il essaie de comprendre le monde bleu. Alors que le monde n'est pas bleu. Il voit une partie. Et lorsqu'il regarde en haut du trou, il voit un soleil, une lumière, un Dieu, bleu. Mais dehors, c'est pas bleu. Dehors du trou, c'est jaune, vert, mauve, rouge, brun. Mais à cause du filtre astral, la conscience visuelle de l'homme est confinée à voir que le bleu. Dans son monde, il n'y a que la lumière bleue qui traverse. Alors il dit, tout est bleu. Le monde est fait bleu. Dieu pensait faire le monde bleu parce que c'était parfait. Et lorsqu'il regarde au-delà, lorsque sa conscience devient de la survoyance, de la voyance, de la prémonition, de la clairvoyance, de la clairaudience, etc., eh bien, il voit le monde bleu. Et il essaie de comprendre pourquoi l'univers est fait bleu. Celui qui a une conscience supramentale traverse le bouchon, traverse le filtre, et lorsqu'il arrive dehors, il dit, tiens, le monde n'est pas bleu. Alors, lorsqu'on lui pose des questions, pourquoi Dieu a fait le monde bleu, il répond, bon, si vous autres le voyez bleu, le monde de l'homme est bleu parce qu'il vous manque des parties. Mais le monde n'est pas bleu, le monde est jaune, le monde est bleu, le monde est bleu, le monde est jaune, le monde est vert, le monde est rouge, le monde est brun, le monde est orange. Et l'humain qui ne voit que le bleu dit, qu'est-ce que le orange, qu'est-ce que le rouge, qu'est-ce que le brun? Lorsque vous me demandez de parler de l'extra-créationnalité, c'est la même chose. On ne peut pas expliquer à quelqu'un qui n'a jamais vu le brun, qu'est-ce que c'est que le brun? C'est un bleu moins bleu. Puis le jaune, un bleu plus bleu. Puis le vert, c'est un mélange du brun et du jaune. C'est un mélange de telle affaire. Et finalement, pourquoi moi? Parce que, oui. Ouais. Quelle est l'intelligence d'avoir descendu dans la matière? Quelle est l'intelligence d'avoir descendu dans la matière? Tu parlais que le but c'était de descendre dans la matière. Là, on est descendu dans la matière. Là, il faut remonter. Il n'y a pas d'intelligence cosmique à être descendue dans la matière. C'est quoi la raison, le but? Il n'y en a pas non plus. L'intelligence est un facteur sous-jacent à la matière. L'intelligence est un facteur de mécanique irréversible, implacable. L'intelligence apparaît seulement dans le système des sphères temporelles à un niveau supérieur au plan mental, mais inférieur au plan bouddhique. Du point de vue extra-créationnel, il n'y a pas d'intelligence. L'intelligence est une création du temps. L'intelligence supramentale, et le supramental est la seule chose intelligente, apparaît seulement dans les sphères de l'homme, dans les sphères cosmiques, dans les sphères créativées. Au-delà des sphères créativées, il n'y a pas d'intelligence. Il n'y a même pas de raison.
Ok, mais comment peut-on se rappeler de notre avenir si on est en train de descendre, si on est descendu dans la matière? Là, il faut se rappeler de notre avenir. C'est facile de se rappeler de l'avenir, parce que présentement, on est en train de monter. On ne descend plus, on monte. Ouais, mais comment peut-on se rappeler d'un avenir qu'on est supposé vivre? Ça veut dire qu'on l'a déjà vécu. C'est très facile. Tout ce que tu as imaginé est un avenir potentiel. Il y a des milliards d'avenirs potentiels. Tout ce que tu ne peux pas savoir, c'est lequel tu vas choisir, à moins que tu fasses un choix. Et ce choix doit être déterminé par le reste de l'humanité. Alors, tu peux aussi pilonner. Est-ce que le choix, tu dois le faire Non. Est-ce que tu dois le faire en parlant Non. à une entité, à quelqu'un, Non. simplement à toi-même? Pas simplement à toi-même. À toi-même. Ok, merci. Un accident n'arrive jamais par hasard. Un accident arrive toujours par hasard, mais pas par hasard. Quelle est donc l'intelligence derrière le phénomène d'expansion et d'impansion de la création? Il n'y a pas d'intelligence dans l'expansion de l'univers, du point de vue extra-réactionnel. Si vous voulez une raison intelligente à l'expansion de l'univers, je vais vous en donner une. Elle appartient à l'univers, cette raison intelligente. Mais elle n'appartient pas aux sphères au-delà de l'univers. Quand je parle d'univers, je parle de l'univers tel que vu par les astronomes, je parle donc de la création. Comprenons-nous. Il n'y a aucune raison à la création. Il ne peut pas y avoir de raison pour avoir engendré une création. Parce que s'il y aurait une raison pour engendrer la création, cela déterminerait le fait que ceux qui ont créé étaient réactionnels, manipulés. Qu'est-ce que c'est qu'une raison? Sinon, la compression par les événements vers la conscience d'un humain qui, comprimé, finit par orchestrer la compression en raison et maintenant réagit. Si nous voulons avoir une raison créationnelle, nous reportons le fardeau fiscal sur plus loin que la création. Ça peut être intéressant, mais ça s'arrête là. Alors on ne peut pas le reporter. Je bois, quelle raison as-tu de boire? J'ai soif. Donc, tu es manipulé? Oui. J'ai créé l'univers, quelle raison as-tu de la créer? Eh bien, on voulait voir si manipulé, soif de désir, manque d'information, trou au niveau de la structure. L'intelligence apparaît au-delà du plan mental, l'intellectuel. Au-delà apparaît l'amour bouddhique. Au-delà apparaît l'intentionnalité. Au-delà de l'intentionnalité, il ne peut y avoir de raison. Ce qui a créé notre univers, notre création, n'avait pas de raison de le faire. C'était gratuit. Quand je veux dire gratuit, je veux dire que c'est apparu comme ça. Du point de vue de l'extra-créationnalité, ce n'est pas un accident. Du point de vue de ce qui est créé, c'est un accident. Et l'homme est la solution à l'accident. Maintenant, reposons la question différemment. Alors, si la création n'a pas de raison, pour quelle raison voulons-nous la bloquer? Pour quelle raison l'homme est-il descendu la résorber? Quelle raison avons-nous envoyé l'homme? Du point de vue extra-créationnel, il n'y a pas de raison. Pourquoi on veut la résorber? Surtout qu'elle est déjà résorbée. L'homme est intentionnel. La création est accidentelle. Ça, c'est le point de vue de l'intérieur de la création. Le point de vue de l'extérieur,
Il n'y en a pas. Il n'y a rien à l'extérieur de la création. Rien de créationnalisable. Rien de conceptualisable. Étant donné que de l'autre côté, on ne parle pas, il n'y a pas de mots. On ne mange pas, il n'y a pas de forme. Alors, poser des questions en essayant de projeter notre monde bleu à l'extérieur. Et en posant la question pour demander pourquoi l'extérieur est bleu, alors que l'extérieur n'est pas bleu, mais que nous le voyons bleu, à cause du fil. Ce sont des questions qui ne mènent nulle part. L'individu dans son trou, il voit le soleil, la lumière bleue, et il dit « Pourquoi c'est bleu? » Le gars qui répond, il dit « C'est pas bleu, c'est jaune, c'est rouge, c'est vert. » Toutes ces réponses n'ont aucun sens pour celui qui est dans le trou. Donc, celui qui est dans le trou va dire « Ah oui, mais c'est pas des réponses. » Explique pour que je comprenne. Alors, je vais expliquer pour qu'il comprenne. Et je lui dis « Ce que tu vois n'est pas le monde. C'est une illusion. » Alors, le gars va dire « C'est peut-être une illusion, mais les bouts de plug, tout est bleu. » Oui, tout est bleu. Parce qu'il y a un filtre. Et le filtre, tu ne le vois pas. Tu vois le ciel bleu. Tu ne vois pas, tu ne penses pas que c'est le filtre. Et tu ne le touches pas, il est trop loin. Alors l'individu va dire, ouais, autrement dit, il faut que je te croie. Et on lui dit, non, tu n'as pas besoin de me croire. Continue à voir le monde bleu. Et un jour, tu sauras que le monde n'est pas bleu. Mais on ne peut pas essayer de projeter notre visualité du monde bleu à l'extérieur de la plaque. Tout à l'extérieur est différent du bleu. Ça n'a rien à voir. Oui. Au point de vue de l'intentionnalité. Oui. C'est ça, au point de vue je t'ai demandé au point de vue de... disons, que je reformule la question. Au point de vue de l'intentionnalité, pourquoi l'accident a eu lieu? La question ne peut pas se poser. Au point de vue de l'intentionnalité, il n'y a pas eu d'accident. OK. S'il y a une intentionnalité, c'est qu'il y a une intention. Ouais. C'est quoi l'intention? L'intention, c'est la naissance pure, sans raison, d'un événement. On appelle cela gratuit. Alors là où il n'y a absolument rien, apparaît sans cause et sans raison, sans réaction, une chose. Ça, c'est de l'intentionnalité. Et ça ne peut pas être conceptualisé facilement par le cerveau de l'homme. Ça veut dire que cette chose fait partie du tout. Autrement dit, il n'y a pas d'identité puis il n'y a pas de personnalité. Il n'y a pas de personnalité. Non. Il n'y a pas ni identité ni personnalité. Mais ça ne fait pas partie. Ça fait partie de quoi? De rien. L'intentionnalité ne peut pas être comprise par l'être humain parce que l'être humain a une intentionnalité colorée. Il croit qu'il a un libre arbitre, il croit prendre des décisions alors que ce ne sont que des réactions. Qu'est-ce que c'est qu'une intention? J'ai l'intention de faire ceci. C'est une suite de réactions, apprentissage, astralisées, qui t'amène à une logistique associative, soit par le cortex mental, soit aidé par l'ajusteur de pensée, soit carrément manipulé par les forces supramentales à faire une chose. C'est une intention humaine. Mais ça n'a rien à voir avec la créativité ou l'intentionnalité telle qu'elle est exprimée au niveau des sphères divines. Je parle des sphères divines, mais on ne parle pas de Dieu. Alors, au niveau de l'intentionnalité, il n'y a pas d'accident. Sauf si l'accident est intentionnel. Dans tel cas, on ne peut pas parler d'accident. L'accident est du point de vue de l'interne de la création. L'homme peut parler d'un accident. Mais l'accident ne parlera jamais d'accident. Mais même pas l'homme ne sait même pas ce qu'il fout sur la planète. Quoi? Et l'homme ne sait même pas ce qu'il fait sur la planète, donc il ne peut même pas parler d'accident. Mais non, mais non, mais non, mais non, mais non. Toi, tu ne sais pas. C'est pas la même chose.
Tu as nommé? Bon. Les arrière-gardes. Est-ce que l'extra-création sait qu'il y a une création? Oui, Elle sait. elle le sait. Puis est-ce qu'elle a un rôle à jouer là-dedans? Puis Non. est-ce qu'il y a une extra-création? Non. Il n'y a plus rien après. Extra-création. Il n'y a pas plus rien, il n'y a rien. Tu dis que poser des questions qui mènent à rien, comme demander si le monde est bleu, ça mène au moins à savoir que le monde n'est pas bleu, il semble bleu. Donc, c'était prévu aussi qu'on poserait ces questions-là. C'était prévu que les questions seraient posées. On ne savait pas par qui. C'est prévu que des réponses seront données. On ne sait pas lesquelles. C'est le peu de liberté qui existe dans la conscience de l'homme. Mais c'est quoi l'intelligence d'avoir mis l'homme dans un trou avec un filtre pour qu'il ne connaisse pas, pour qu'il ne sache pas comment le monde est à Il n'y a l'extérieur? pas d'intelligence là-dedans. La seule intelligence que nous retrouvons au niveau cosmique, c'est simplement la façon dont est structurée la matière universelle, c'est-à-dire que c'est simplement une loi de conséquence. Étant donné que la structure temporelle est structurée d'une façon très limitée, elle permet des choses et elle ne permet pas d'autres choses. Lorsque l'être humain descend là-dedans, il devient effusé. S'effusant, il en perd des bouts. Perdant des bouts, cela engendre l'idée du filtre. En réalité, c'est que tu as les yeux tellement collés sur ce que tu regardes que tu ne peux rien voir. Ton focus se fait mal. Mais c'est la façon dont ton œil est fait et la façon dont la lumière se promène. Et il n'y a pas d'intelligence à dire que pourquoi ceci ou pourquoi cela. La mécanique est ainsi faite et c'est comme cela que c'est fait. Mais quand Dieu s'est dit pourquoi pas la création, pourquoi pas d'autres aussi? Pourquoi il a dit ça une fois dans sa vie puis il y a eu une création? Non, Dieu ne s'est pas dit ça. Parce que tu dis que c'est une action, c'est pas une réaction. La création. Mais pourquoi il n'y aurait pas d'autres actions comme ça? Il y en a eu juste une qui était la Ah, il y a création. d'autres phénomènes actionnels, mais ils ne sont pas dans la création. Dans la création, il y a seulement une action. C'est quoi les autres phénomènes actionnels? C'est le bleu, le jaune, le vert. Merci. Au-delà, la question, c'est intéressant. Au-delà, elle n'est pas assez persévérante, mais c'est intéressant. C'est ça. Au-delà de la création, est-ce qu'il y a d'autres actions? Il n'y a que des actions. Sans aucune réaction aux actions. L'une de ces actions a engendré ce que nous sommes. Enfin, là où nous sommes. Mais il n'y a que des actions, il n'y a aucune réaction. Le monde est tout à fait à l'envers de ce que nous connaissons, de ce que nous connaissons aujourd'hui. Et expliquer cela, un monde exclusivement actionnel, sans aucune réaction, pour la science, ce serait un monde absolument inutile, un monde absolument fou, où une chose apparaît et où elle ne donne jamais rien d'autre, donc elle redisparaît immédiatement. C'est un monde extrêmement virtuel, et effectivement, c'est un monde d'instantané. Sauf que nous avons qu'une vision bleue. Nous l'aimons, nous la connaissons, et nous espérons bien que dans l'autre monde, le bleu restera dominant. Le problème, c'est que le bleu sera là, mais on ne pourra pas le voir. Comme dans la lumière blanche, il y a du bleu. On ne le voit pas. Tu as nommé 3 guides qui paramètrent la naissance de ce nouveau peuple au Québec. Non. Je n'ai pas nommé 3 guides qui paramètrent la naissance de ce nouveau peuple au Québec. J'ai nommé un guide et je n'ai pas nommé d'autres guides, même s'il y en a d'autres. Par contre, j'ai nommé d'autres personnes qui, à leur insu, font la même chose. Quels sont leurs rôles respectifs? L'un prépare le monde occulte. Je l'ai nommé. L'autre prépare le monde exotérique. Je ne l'ai pas nommé. Les autres sont des pions qui participent au travail. Y en a-t-il d'autres au Québec ou ailleurs dans le monde? Un ailleurs dans le monde. Pour être précis, 2 ailleurs dans le monde, mais c'est parce que le deuxième est en voyage. Ben, il reste au Québec, normalement. Si oui, qui sont-ils? Est-ce que le maître Orion a un rôle à jouer dans la formation de ce peuple? C'est intéressant. La question est mal posée. Quand je dis mal posée, ce n'est pas pour poser l'individu. Elle n'est pas posée pour me brancher. Vous comprenez l'idée? Alors, de temps en temps, bien, on rapplique avec une question, on la pose différemment, on essaye une chose, et puis finalement, bien,
ça devient plaisant de répondre. Et là, ça me plaît. Mais c'est pas posé comme il faut. Est-ce que le maître Orion a un rôle à jouer dans la formation de ce peuple? Si je me la répète une dizaine de fois, je vais pouvoir répondre. Ouais, c'est bien. Il faudra la reposer à un moment donné. Est-ce que le maître Orion a un rôle à jouer dans la formation de ce peuple? Sinon, la réponse est oui. Ouais, c'est la réponse. Mais on pourra, à un moment donné, en discuter. Je fais un petit résumé de points clés de la conférence depuis le début jusqu'à maintenant. Parce que bien souvent, on comprend mal ou on s'endort après. Premièrement, le choix d'intelligence est un choix d'individu. Ça ne doit pas être changeable, manipulable. Allez dans n'importe quelle école, dans n'importe quelle forme, vous ne vous faites pas avoir si on ne peut pas changer votre choix. Vous voulez manger des bonnes choses, être en santé. Vous êtes dans un restaurant et vous pensez manger des bonnes choses et finalement vous lisez un article comme quoi, au lieu d'être du chop sweet, c'est du chat sweet. Ce n'est pas grave. Votre choix est le même. Oh, vous avez mangé des mauvaises choses pendant peut-être 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 15 ans. Ça ne change rien, votre choix est le même. Et si votre choix après reste le même? Et si au lieu de perdre du temps à chialer, vous continuez, vous récupérez en énergie. Surtout parce que vous aurez éliminé une grande partie de votre karma. Ça ne veut pas dire qu'on doit s'arranger pour manger croche et payer du karma. Parce qu'à un moment donné, l'individu n'a plus de karma à payer, puis il s'organise pour en payer pareil. Ce n'est pas à vous de déterminer si vous en avez ou pas. Le karma relatif est le pire. Le reste, très peu. Le karma collectif est le reste, en gros. Mais ce n'est pas à vous de déterminer. Vous en aurez tant que vous en voudrez. Vous n'aurez plus si vous n'en voulez plus. Mais il y aura la mutation, qui n'est pas un karma négatif, qui peut faire souffrir l'ego. Il y aura les manipulations par l'intelligence, de façon à vous égoïser. Ce n'est pas un karma négatif, c'est un karma blanc, qui paraît mal. On ne change pas son choix. Et on doit maintenant risquer les choses. Je me risque d'acheter tel livre. Oh, 75 $. Penses-tu que ce livre peut t'aider? Oui, mais peut-être je suis manipulé. Penses-tu que ne pas l'acheter peut te nuire? Oui, mais peut-être je suis manipulé. Alors, risque-toi. Achète-le pas ou achète-le. Mais déniaille. On fait une pause?